J'étais assise là, dans ce bureau bien trop petit pour ce que nous étions, avec Sophie à mes côtés. Nos mains étaient jointes sous la table, un geste silencieux, presque instinctif, comme si nous nous tenions l'une l'autre pour ne pas nous envoler. Madame Durand, la femme aux lunettes fines et aux chignons stricts, nous regardait tour à tour, le dossier ouvert entre nous, l'air à la fois perplexe et navré. Les murs décrépits du bureau, la lumière blafarde d'un néon au plafond, c'était à des années-lumière de la perfection aseptisée de la maison de mon père. Et pourtant, à cet instant précis, je me sentais plus à ma place ici que jamais. Comment en étions-nous arrivés là, toutes les deux, nos familles réunies par une coïncidence si incroyable qu'elle en devenait absurde? Un sourire amer m'est venu aux lèvres. 3 semaines plus tôt, ma vie était si différente, tellement prévisible, tellement vide. Ce matin-là, le réveil avait sonné, comme toujours, à 6h30 précise, dans ma chambre à Courbevoie. Les étoiles phosphorescentes au plafond blanc, vestiges d'un désir enfantin de magie, ne brillaient plus. Elles ne brillaient jamais le matin. Je me suis assise dans mon lit à baldaquin, si grand qu'il m'avalait, une petite silhouette perdue dans un océan de draps de soie, et j'ai regardé par la fenêtre. Le jardin en contrebas était impeccable, chaque fleur taillée au millimètre, pas une feuille déplacée. La perfection de carte postale, mais personne pour la regarder avec moi. Mademoiselle Marie, il est temps de vous préparer. La voix de Martine, ma nounou, résonnait déjà dans le couloir avant même que j'aie eu le temps de m'étirer correctement. La résidence Parker était gigantesque, vous savez. 3 étages, 7 chambres, ou était-ce 8? Je ne les avais jamais vraiment comptés. Une piscine à l'arrière et une vue sur la Seine qui rendait les voisins verts de jalousie. Un de ces châteaux modernes des banlieues chics de l'Ouest parisien. Je me suis traîné dans les escaliers, mes doigts glissant le long de la rampe en bois poli, mes pas résonnant sur le marbre froid, un son qui me rappelait à quel point la maison était vide. Votre père est déjà parti, il vous a laissé ça. Martine a désigné une enveloppe sur la table de la salle à manger. Je l'ai prise. À l'intérieur, une carte cadeau pour un magasin de luxe hors de prix et une note lapidaire. Désolé d'avoir manqué ton récital hier. Achète-toi quelque chose de bien, papa. J'ai regardé la carte, le visage sans expression. C'était le 3e récital qu'il manquait ou le 4e. Je ne m'en souvenais plus vraiment. Les chiffres, les excuses, tout se mélangeait dans un tourbillon gris. Martine m'a servi mon petit déjeuner. Du pain grillé avec de la confiture de framboise importée, du jus d'orange fraîchement pressé et des œufs brouillés. J'ai mangé en silence pendant qu'elle passait en revue l'emploi du temps de la journée. Aujourd'hui, cours de piano à 4 heures, natation à 5h30 et dîner à 7 heures. Votre père a appelé pour dire qu'il rentrerait encore tard. J'ai hoché la tête. C'était toujours comme ça. Ça l'avait toujours été. Je me souviens d'une fois, pour mes 7 ans. Mon père était en voyage, comme d'habitude, un contrat important à Tokyo ou à New York, je ne sais plus. J'avais passé toute la journée à construire une tour gigantesque avec mes Legos dans ce salon, imaginant son visage surpris et fier quand il la verrait. Martine m'avait dit que c'était magnifique, mais son sourire était vide, son regard déjà sur la liste des choses à faire. La tour était restée tolle au milieu du salon immense jusqu'à ce que les femmes de ménage la démontent, sans un mot, le lendemain. Ça m'avait appris une chose. Les plus belles créations, les plus grands efforts, sont souvent les plus solitaires si personne n'est là pour les voir avec toi. Vraiment les voir. Maintenant, en voyant Sophie, je commençais à comprendre ce que ça signifiait d'être vraiment vu. À quelques kilomètres de là, dans un immeuble de briques vieilli de la banlieue sud, Sophie se réveillait au son de la machine à coudre de sa mère. Leur appartement n'avait qu'une seule chambre où ses parents dormaient dans un vieux lit, tandis que Sophie utilisait le canapé du salon, transformé en lit la nuit. « Maman, tu as commencé tôt aujourd'hui.
a dit Sophie en se frottant les yeux, pliant sa couverture rafistolée. Cécile, sa mère, a levé les yeux de la machine, des cernes sombres sous les yeux, mais un sourire sincère en voyant sa fille. Je dois livrer cette robe avant midi. Le client paie un supplément pour les livraisons urgentes. Julien, son père, est apparu de la cuisine avec une tasse de café bon marché. Depuis que l'usine avait fermé il y a 8 mois, il cherchait du travail chaque jour, sans succès. « Bonjour, princesse. » Même fatigué et inquiet, ses yeux s'illuminaient toujours quand il voyait sa fille. « J'ai fait du porridge pour le petit déjeuner. » Sophie s'est assise à la table improvisée. C'était le moment où elle se préparait d'habitude pour l'école. Mais après que Julien ait perdu son emploi, il n'y avait plus d'argent pour l'uniforme, les livres ni le bus. L'école publique était trop loin pour y aller à pied, et le bus coûtait plus que ce qu'il pouvait se permettre. « On va étudier la géographie aujourd'hui ?» a demandé Sophie, essayant d'avoir l'air joyeuse. Sa mère faisait de son mieux pour lui donner des cours à la maison, entre 2 commandes de couture. « Bien sûr, ma chérie, après avoir fini cette robe. » Sophie a regardé le petit calendrier sur le mur de la cuisine. Le samedi était marqué d'un cercle rouge. « Vous n'avez pas oublié, n'est-ce pas? » a-t-elle demandé, pleine d'espoir. Ses parents ont échangé un regard rapide. « Le parc d'attractions, bien sûr que non, on n'a pas oublié, » a dit Cécile, mais son sourire affaibli. « On économise pour les billets, » a murmuré Julien, les lèvres pincées. Depuis qu'il avait perdu son emploi, il ne pouvait même pas offrir à sa fille les choses les plus basiques, encore moins un voyage coûteux au parc d'attractions. Dans l'après-midi, j'étais assise devant le grand piano dans la salle de musique de la maison. Mes doigts bougeaient avec précision, mais sans passion. Par la fenêtre, je voyais des enfants rentrer de l'école, riant et parlant. Je rêvais d'être dehors avec eux. « Concentre-toi, Marie, » a demandé le professeur. « Tu as du talent, mais tu dois t'appliquer davantage. » J'ai replongé mon regard sur les touches. J'ai joué toute la pièce sans une seule fausse note. Le professeur a applaudi, satisfait. Moi, je ne ressentais rien. Après le cours, Martine m'a emmené à la piscine d'un club exclusif. Dans la voiture importée, j'étais assise en silence, regardant les maisons défiler. Je pensais à ce que ce serait d'avoir quelqu'un qui m'attendrait à la maison, quelqu'un qui me demanderait comment s'était passée ma journée et qui voudrait vraiment la réponse. Pendant que je nageais dans la piscine chauffée, Sophie feuilletait un vieux livre de géographie avec des pages manquantes que sa mère avait trouvées dans une friperie. Elle s'ennuyait de l'école et de ses amis, de la maîtresse qui louait toujours ses dessins. Mais elle ne se plaignait jamais. Elle savait que ses parents se sentaient déjà assez coupables. « Je vais livrer cette robe, » a dit Cécile, plaçant la couture dans un sac en plastique. « Tu restes avec ton père. Je reviens bientôt. » Julien était dans le salon, lisant le journal à la recherche d'annonces d'emploi. Quand Cécile est partie, il a fermé le journal et a souri à sa fille. « Et si on plantait ces haricots que tu voulais? » Le visage de Sophie s'est illuminé. Elle a couru chercher 3 pots de yaourt vides qu'elle avait conservés. Julien l'a aidé à les remplir de boules de coton humides et à placer les graines à l'intérieur. « Maintenant, mettons-les près de la fenêtre pour qu'ils aient du soleil, » a-t-il dit tandis que Sophie portait délicatement les pots. De la fenêtre, on pouvait voir un panneau publicitaire pour le nouveau parc. Son carrousel doré scintillait sur l'image avec des enfants souriants, chevauchant des chevaux colorés. « Jenny s'asseyait avec moi à la récré, » a dit Sophie en regardant le panneau. « Elle m'a dit qu'elle était allée au nouveau parc le week-end dernier. Elle a dit que le carrousel est le plus grand de la ville. » Julien a ravalé sa salive. « J'essaie, princesse. J'ai un autre entretien aujourd'hui. » Sophie s'est retournée et a serré son père dans ses bras. « Je sais, papa. Je ne suis pas triste. » Mais ils savaient tous les deux que c'était un mensonge. Quand le soir est tombé, j'ai dîné seul à l'énorme table. Martine a servi le repas, puis s'est retirée dans la cuisine. Le son des couverts sur l'assiette était le seul bruit dans la salle à manger. J'ai regardé l'horloge. 8h30. Mon père avait promis d'être rentré à 7h.
J'ai fini de manger, me suis brossé les dents et suis allé me coucher. Martine est apparue pour éteindre les lumières. Bonne nuit, mademoiselle Marie. Martine, tu crois que mon père se souviendra de mon anniversaire la semaine prochaine? La nounou a hésité une seconde. Bien sûr, maintenant, allez dormir. Quand la porte s'est fermée, j'ai regardé les étoiles au plafond. Elles commençaient à briller faiblement. Je pensais à ce que ce serait d'avoir quelqu'un qui se soucie, quelqu'un qui me verrait vraiment, pas seulement comme une obligation ou un élément sur un emploi du temps chargé. Dans l'appartement des Thompson, Julien est rentré abattu. Il n'avait pas eu le travail. Ils ont dit que je recevrais un email, a-t-il marmonné à Cécile. Mais ils savaient tous les deux ce que ça signifiait. Même ainsi, quand Sophie est apparue dans le salon, il a forcé un sourire. Qui veut jouer aux cartes? Assise sur le canapé-lit encore ouvert, la famille a joué à un jeu de Uno avec des cartes fanées et déchirées. Les rires étaient réels, malgré leurs soucis. « Au lit, jeune fille », a annoncé Cécile quand ils ont fini le jeu. « 5 minutes de plus, s'il vous plaît », a supplié Sophie, se blottissant contre son père. Julien a serré sa fille. « Demain, papa doit se lever tôt. Plus d'entretien. » « D'accord. » Sophie s'est installée dans son lit pendant que ses parents se levaient pour aller dans leur chambre. « Papa, » a-t-elle appelé avant que Julien ne parte, « tu n'as pas à t'inquiéter pour le parc, c'est bon. » Julien est revenu et s'est agenouillé près du lit improvisé. « Tu mérites de bonnes choses, tu sais ça, et je vais te les offrir. » Après le départ de ses parents, Sophie a sorti un dépliant froissé pour le parc qu'elle avait trouvé dans la rue. Le papier brillait de la promesse de plaisir et de magie. Elle a fermé les yeux, imaginant ce que ce serait de monter sur ce carrousel doré. Le lendemain matin, je me suis réveillé au son de la pluie sur la fenêtre. Mon père était déjà parti. Il y avait une autre enveloppe sur la table, une autre carte cadeau, une autre excuse. J'ai rangé la carte dans un tiroir avec les autres. J'en avais une collection maintenant. J'ai regardé le ciel gris par la fenêtre. Le samedi serait mon anniversaire. Mon père avait promis de m'emmener au nouveau parc qui avait ouvert. Je doutais qu'il s'en souvienne. Pourtant, quelque chose en moi l'espérait encore. Ce que je ne savais pas, c'est qu'à quelques kilomètres de là, une autre fille regardait le même ciel, rêvant du même parc, sans savoir qu'une rencontre fortuite allait changer nos deux vies pour toujours. Le samedi est arrivé avec un ciel bleu parfait. Pierre Parker a regardé sa montre et a soupiré. Il avait promis de passer la journée avec Marie, de l'emmener au parc Monceau le matin, mais une urgence au travail a tout changé. Je suis tellement désolé, princesse. Martine t'emmènera. Il a donné de l'argent à la nounou. Achète-lui une glace, tu sais, c'est son anniversaire. J'ai regardé mon père franchir la porte d'entrée. Il ne m'a même pas regardé dans les yeux. J'ai essayé de cacher ma déception. J'y étais habitué maintenant. Allons-y, mademoiselle Marie. Le parc est magnifique à cette période de l'année avec les fleurs de printemps. On peut faire une promenade autour du lac. Dans la voiture, je serrai le cadeau que mon père m'avait offert. Un bracelet bien trop cher pour une fille de 10 ans. Je l'aurais échangé contre 5 minutes d'attention véritable. Dans le petit appartement Thompson, Sophie avait du mal à y croire. Son père était rentré en souriant, tenant une enveloppe. J'ai eu un emploi temporaire. Je commence lundi. Julien lui a montré quelques billets. Je me suis dit qu'on pourrait aller au parc Monceau aujourd'hui, préparer un pique-nique, passer l'après-midi au bord du lac. Sophie a crié de joie et a sauté dans les bras de son père. Cécile a souri, les larmes aux yeux. C'était la première bonne nouvelle depuis des mois. « On va passer toute la journée là-bas », a dit Julien en faisant tournoyer sa fille. « On pourra louer une petite barque pour ramer sur le lac. » Le parc Monceau était une oasis de verdure au milieu de Paris. Des sentiers de pierre serpentaient entre des pelouses bien entretenues, des parterres de fleurs colorées et de vieux arbres qui offraient une ombre généreuse. Au centre, un lac aux eaux calmes reflétait le ciel. Martine marchait quelques pas devant moi, me montrant les fleurs et expliquant leur nom scientifique.
J'ai juste hoché la tête, observant les familles profiter de la journée, les parents étendant des couvertures sur l'herbe, les enfants poursuivant les canards, les personnes âgées nourrissant les pigeons. Je ressentais un vide familier dans ma poitrine. Voudriez-vous faire un tour sur le lac, mademoiselle Mary? On peut louer une barque. J'ai haussé les épaules. Peu importe. Les Thompsons sont entrés dans le parc main dans la main, respirant l'air frais. Pour eux, avoir le temps et l'argent pour une journée comme celle-ci était un luxe rare. Regarde là-bas, Sophie, les petites barques sur le lac. Cécile a désigné les petits bateaux colorés. Les yeux de Sophie pétillaient. On peut en ramer une? Bien sûr, a souri Julien. C'est ton jour spécial. J'observais les cygnes sur le lac, assise sur un banc pendant que Martine allait acheter de l'eau à un stand. Les enfants autour de moi riaient et jouaient tandis que leurs parents prenaient des photos. Je me sentais envieuse, non pas du plaisir, mais de la joie véritable que je voyais sur leur visage. C'est alors que j'ai remarqué la fille à la simple robe bleue, marchant avec ses parents au bord du lac. Quelque chose chez elle a attiré mon attention. Sa façon de sourire, la forme de son visage. Je me suis rapproché comme si j'étais attiré par un aimant. Sophie s'est penchée pour jeter des miettes de pain au canard, riant quand il s'approchait. Elle a regardé autour d'elle, absorbant chaque détail du parc, quand ses yeux ont rencontré ceux d'une autre fille qui la regardait près d'une statue. Un instant, elle a cru se regarder dans un miroir. Je ne l'avais pas vue avant qu'elle ne soit là, devant moi, m'a-t-elle raconté plus tard, en riant. On s'est juste regardé, sans un mot, comme si on était des fantômes. Même taille, même forme de visage, mêmes yeux bruns, même petit nez. C'était fou, non? Une réplique exacte. Une coïncidence si totale qu'elle défiait toute logique. Toi, j'avais commencé ne sachant que dire. Tu me ressembles, avait terminé Sophie, tout aussi étonnée. Un groupe de cyclistes était passé entre nous, brisant le moment. J'avais jeté un coup d'œil en arrière, où Martine attendait encore dans la file pour l'eau. Et mon nom est Marie, avais-je dit, tendant la main comme j'avais appris à le faire avec les amis de mon père. Je suis Sophie. Ignorant ma main tendue, Sophie m'avait soudainement serré dans ses bras. Je m'étais tendu une seconde, puis je m'étais détendu. Julien et Cécile s'étaient approchés, inquiets de la disparition soudaine de leur fille. « Sophie, ne t'enfuis pas comme ça sans nous le dire. » La voix de Cécile s'était éteinte quand elle nous avait vus toutes les deux. « Oh mon Dieu !» Julien avait cligné des yeux plusieurs fois comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. « Elles sont identiques », avait complété Cécile. Martine était revenue avec l'eau et s'était aussi figée en voyant la scène. « Mademoiselle Marie !» Les deux filles avaient souri comme si elles partageaient un secret. « On peut parler un peu ?» avais-je demandé, me surprenant moi-même par cette initiative. Assises au bord du lac, nos pieds balançant au-dessus de l'eau, Sophie et moi avions découvert que nous avions le même anniversaire, fêtant toutes les deux nos 10 ans ce jour-là. Pendant que les adultes parlaient, essayant de comprendre la coïncidence, les filles parlaient comme si elles se connaissaient depuis des années. « Alors, ton père est homme d'affaires ?» avait demandé Sophie, jetant un caillou dans l'eau et observant les ondulations se former. « Oui, mais il n'est jamais à la maison. » J'avais jeté une pierre aussi. « Et tu ne vas plus à l'école? » « Pas depuis que mon père a perdu son emploi. » Sophie avait haussé les épaules, mais il vient d'en avoir un nouveau. J'avais regardé les Thompson. Ils avaient l'air fatigués, avec des vêtements simples, mais ils souriaient tout le temps. Et le père de Sophie ne pouvait s'empêcher de regarder sa fille comme s'il voulait s'assurer qu'elle était heureuse. « Ta maison doit être incroyable », avait commenté Sophie, suivant mon regard vers Martine, qui portait des vêtements élégants. « Elle est grande et vide », avais-je soupiré. « Ton appartement doit être bruyant. » « Il est petit, mais jamais silencieux. » Sophie, elle avait souri. Un instant, nous étions restées silencieuses, chacune pensant à la vie de l'autre. C'est Sophie qui avait parlé la première, baissant la voix. « Et si on échangeait nos places? » J'avais froncé les sourcils. « Comment ça? »« Juste pour aujourd'hui. »
J'irai avec ta nounou chez toi. Tu iras avec mes parents à mon appartement. Ils vont le remarquer. Sophie avait secoué la tête. Pas si on échange nos vêtements. Regarde, même nos cheveux sont similaires. Le tien est juste plus soigné. J'avais jeté un coup d'œil à Martin, qui parlait distraitement avec les Thompson. L'idée était folle, impossible et étrangement tentante. Pourquoi tu veux faire ça? Avais-je demandé. Sophie avait haussé les épaules. J'ai toujours voulu savoir ce que ça fait de vivre dans une grande maison. Puis, plus sérieusement, et toi, tu ne veux pas savoir ce que ça fait d'avoir quelqu'un qui te prête vraiment attention? Le commentaire m'avait frappé en plein cœur. Comment Sophie savait-elle exactement ce que je ressentais? Et si ça tourne mal? C'est juste pour un jour. On reviendra ici demain et on échangera de nouveau. Sophie avait souri, confiante. Personne ne le saura. J'avais hésité. C'était fou. C'était risqué. C'était exactement ce que je voulais. D'accord. Moment, ici je dois faire une pause. Tout ça, cette idée d'échanger nos vies, même juste pour une journée, c'était d'une absurdité totale si on y réfléchit. Deux gamines de 10 ans qui décident de basculer dans la vie de l'autre, sans prévenir personne, juste parce qu'elles se ressemblent. C'était digne d'un de ces vieux films que Martin me laissait regarder quand mon père était absent. Dans ma tête, une petite voix hurlait « Danger! Danger! Qu'est-ce que tu fais? » Mais à ce moment-là, dans le parc, avec le soleil sur nos visages et la promesse d'une échappatoire, ça semblait la seule solution viable. C'était comme si l'univers nous offrait une porte de sortie inattendue, un chemin que personne d'autre n'aurait pu voir. On ne pense pas aux conséquences quand on a 10 ans et qu'on cherche désespérément un peu de bonheur ou juste un peu de nouveauté. On saute juste. Avec le recul, je me demande encore si c'était courageux ou complètement irresponsable. Sûrement un mélange des deux. Enfin, revenons à nos moutons. Nous avions couru aux toilettes publiques du parc. J'avais enfilé la simple robe bleue de Sophie et Sophie avait mis mes vêtements coûteux. Nous avions même échangé nos chaussures. Nous nous étions regardés dans le miroir, arrangeant nos cheveux pour nous ressembler exactement l'une à l'autre. « Il faut que tu souris plus », m'avait instruit Sophie. « Je souris toujours », avais-je protesté. « Et toi, il faut que tu dises « s'il vous plaît » et « excusez-moi tout le temps », avais-je dit. Martine le remarque. Quand nous étions sortis, les adultes nous attendaient déjà près d'une fontaine. « Il est temps de rentrer, Sophie », avait appelé Cécile, tendant la main. Martine avait vérifié sa montre. « Mademoiselle Marie, nous devons y aller. Votre père a appelé pour demander si vous aimiez votre cadeau. » Les filles avaient échangé un dernier regard complice. Je m'étais dirigé vers Cécile et Julien, mon cœur battant la chamade quand la femme avait pris ma main. Sophie s'était rendue auprès de Martine, maintenant la posture droite que j'avais vue chez moi. Personne n'avait remarqué l'échange. Alors que nous nous éloignions dans des directions opposées, chacune avait regardé en arrière une dernière fois, nerveuse et excitée par l'aventure qui ne faisait que commencer. La voiture de Martin a glissé à travers le portail automatique du manoir Parker. Sophie a résisté à l'envie de coller son visage contre la fenêtre. Elle a essayé d'imiter l'expression indifférente qu'elle m'avait vue arborer dans l'après-midi. « Nous sommes arrivés, mademoiselle Marie », a annoncé Martin, garant la voiture sur l'allée circulaire devant une double porte en bois sombre. Sophie est descendue de la voiture et a regardé la maison. 3 étages de briques de couleur claire, d'immenses fenêtres, un jardin qui semblait tout droit sorti d'un magazine. Elle a ravalé sa salive. Comment quelqu'un pouvait-il vivre dans un endroit comme celui-ci et ne pas sourire tout le temps? Votre père a appelé de nouveau. Il a dit qu'il essayerait d'être là pour le dîner. Martin a ouvert la porte d'entrée, la tenant pour que Sophie puisse entrer. Le hall d'entrée était plus grand que tout l'appartement des Thompson. Un lustre en cristal pendait du haut plafond, projetant des reflets colorés sur le sol de marbre. Un large escalier menait au 2e étage. La rampe était si polie qu'elle brillait. « Voudriez-vous une collation avant le dîner ?» a demandé Martin, accrochant son sac à main à un porte-manteau. Sophie voulait explorer chaque recoin de cette incroyable maison,
mais elle s'est souvenue qu'elle était censée agir comme moi. Non merci, je vais dans ma chambre. Martine a hoché la tête, peu surprise. Je vous appellerai quand le dîner sera prêt. Sophie a monté les escaliers lentement, se demandant quelle était ma chambre. Dans le couloir du deuxième étage, elle a compté 6 portes. Laquelle était la bonne? Elle s'est arrêtée devant la troisième, a hésité, puis l'a ouverte. Elle avait réussi du premier coup. C'était une chambre de princesse. Merge rose pâle, un lit king size avec un baldaquin, une bibliothèque remplie de livres, une immense télévision murale. À l'autre bout de la pièce, une porte menait à une salle de bain privée. Le placard était de la taille de la cuisine des Thompson. Sophie n'arrivait pas à y croire. Elle a fermé la porte derrière elle, puis a fait ce qu'elle avait le plus envie de faire. Elle a sauté sur le lit. Le matelas était si moelleux qu'elle s'y est enfoncée, éclatant de rire. Elle a roulé d'un côté à l'autre, sentant les draps doux contre sa peau. Puis elle a exploré chaque tiroir, chaque étagère. Elle a trouvé des jouets encore dans leur boîte, des jeux de société scellés, des livres qui n'avaient jamais été ouverts. Dans une commode, elle a découvert une tablette et un ordinateur portable, tous deux à la pointe de la technologie. Dans le placard, les vêtements avaient encore leurs étiquettes, des chaussures de toutes sortes. Sophie a essayé une paire de bottes en cuir souple, puis un chapeau de paille, puis un manteau qui semblait fait de nuages. C'est comme un magasin, a-t-elle chuchoté. Elle est retournée dans la pièce et a allumé la télévision. Elle a parcouru les chaînes jusqu'à trouver des dessins animés. Elle s'est assise sur le lit, entourée d'oreillers moelleux, et pendant un instant, s'est sentie comme une princesse dans un château enchanté. L'appartement des Thompson se trouvait au 4e étage d'un immeuble sans ascenseur. J'ai monté les marches usées derrière Julien et Cécile, essayant de cacher ma surprise devant l'escalier étroit et le couloir sombre. « Doux foyer », a annoncé Julien, déverrouillant la porte. Je les ai suivis à l'intérieur, clignant des yeux pour m'habituer à la pénombre. L'appartement entier aurait pu tenir dans ma salle à manger à la maison. La cuisine n'était qu'un coin séparé par un comptoir. Une porte à moitié ouverte révélait la seule chambre. Il n'y avait pas de couloir, il n'y avait pas de place pour un couloir. « Sophie, chérie, tu peux mettre la table pendant que je prépare le dîner ?» a demandé Cécile, ouvrant le petit réfrigérateur. J'ai figé. Je ne savais pas où étaient les assiettes. Je ne savais pas quoi faire. Julien a remarqué mon hésitation et a souri. Je crois que notre princesse était fatiguée de la sortie. Je vais mettre la table aujourd'hui. Cécile m'a ébouriffé les cheveux en passant. Va faire une sieste, ma chérie. Je t'appellerai quand ce sera prêt. J'ai hoché la tête, reconnaissante pour cet échappatoire inattendu. J'ai regardé autour de moi, me demandant où Sophie dormait. Il n'y avait pas d'autre pièce. Ton petit coin est prêt comme toujours, a dit Julien, désignant le canapé du salon. Je me suis approché. Il y avait une couverture pliée et un oreiller sur le canapé. Une boîte en plastique à côté contenait ce qui semblait être les affaires de Sophie. Je me suis assise sur le canapé, sentant la différence avec mon lit à la maison. C'était ferme, un peu inconfortable. Cependant, la couverture, bien qu'usée, était propre et sentait l'adoucissant. J'ai ouvert la boîte de Sophie, me sentant un peu comme une intruse. À l'intérieur, j'ai trouvé quelques jouets. 2 livres bien utilisés, un cahier de dessin et une poupée de chiffon avec un bras rafistolé. J'ai pris la poupée avec soin. Elle avait l'air d'avoir été très aimée. À 7 heures, Martine a appelé Sophie, moi, mais elle pensait à Sophie, pour le dîner. La salle à manger avait une table pour 12. Sophie s'est assise à une extrémité et une assiette a été placée devant elle. Salade, filet mignon, purée de pommes de terre, tout était parfaitement arrangé. Votre père a appelé de nouveau. Il ne pourra pas arriver à temps. Martine a versé du jus dans un verre en cristal. Il a dit de ne pas l'attendre. Sophie a ressenti une pointe de déception, même si ce n'était pas son propre père. Comment Marie supportait-elle cela tous les jours? Où allez-vous manger? A-t-elle demandé, regardant l'espace vide devant elle. Dans la cuisine, comme toujours, mademoiselle.
Martine est parti, laissant Sophie seule à l'immense table. Le seul son était le tic-tac d'une vieille horloge, si différent de la cuisine bruyante des Thompson où tout le monde parlait en même temps. Bam! Elle a mangé lentement, essayant de savourer la délicieuse nourriture, mais le silence a commencé à la gêner. Elle a même commencé à parler à son propre reflet sur la table polie, juste pour entendre une voix humaine. Quand elle a fini, Martine a débarrassé l'assiette et a offert un dessert. Sophie a choisi de la glace et a de nouveau été laissée seule. L'excitation initiale commençait à faire place à un sentiment étrange. Tout y était parfait, mais quelque chose d'important manquait. Sophie, le dîner est prêt, a appelé Cécile depuis la cuisine. Je suis allé à la petite table où seulement 3 places étaient dressées, si proches que nos coudes se touchaient. Julien était déjà assis et Cécile a apporté une casserole fumante. Spaghetti à la sauce tomate ce soir. Ce n'est pas grand-chose, mais Cécile a servi une portion généreuse dans mon assiette. C'est les meilleurs spaghettis du monde, a complété Julien avec un sourire. Ta mère est une sacrée cuisinière. Cécile a rougi. Arrête, ce ne sont que des spaghettis. J'ai regardé mon assiette. À la maison, j'avais des plats élaborés par un chef, mais rien n'était jamais servi avec autant d'amour. J'ai goûté. C'est très bon, ai-je dit doucement. Très bon, a feint l'indignation Julien. C'est extraordinaire. Des chefs du monde entier supplient pour la recette secrète de ta mère. Cécile a ri. La recette secrète, c'est une boîte de sauce du commerce et beaucoup d'amour. J'ai senti une chaleur dans ma poitrine. Nous avons mangé tous les 3, parlant tout le temps. Julien racontait des blagues idiotes qui faisaient lever les yeux au ciel à Cécile, mais toujours sourire après. Ils parlaient de leur journée, du nouveau travail, des projets pour l'avenir. Et, plus surprenant encore, ils me demandaient de mon avis, écoutaient ce que je disais et y répondaient. « Et toi, Sophie, qu'as-tu pensé du parc aujourd'hui ?» a demandé Cécile. J'ai réfléchi un instant. C'était la meilleure journée que j'ai jamais passée. Et je ne mentais pas. Après le dîner, Sophie a exploré le reste de la maison. Il y avait une salle de musique avec un grand piano, une bibliothèque avec des étagères allant du sol au plafond, même une salle de cinéma privée. Elle a allumé le système de sonorisation du salon principal et a dansé seule, tourbillonnant à travers les pièces vides, essayant chaque canapé et fauteuil. Il y avait tellement d'espace et tant de belles choses, mais personne avec qui les partager. À 9 heures, Martine est apparue. L'heure du bain, mademoiselle Marie. La salle de bain était un rêve avec une baignoire assez grande pour y nager. Martine a préparé le bain, ajoutant des sels parfumés à l'eau. « Avez-vous besoin d'aide ?» a-t-elle demandé. « Non, merci », a répondu Sophie rapidement. Elle voulait être seule et profiter de la baignoire qui ressemblait à une piscine. Quand Martine est partie, Sophie s'est enfoncée dans l'eau chaude, jouant avec les bulles. À la maison, elle prenait des douches rapides pour économiser l'eau. C'était le vrai luxe. Mais après 20 minutes, le charme a commencé à s'estomper. L'eau refroidissait et le silence de la maison semblait s'infiltrer à travers les murs. Sophie a ressenti quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. La solitude. La vraie solitude. Dans le petit salon des Thompson, j'ai aidé à débarrasser la table. La cuisine n'avait pas de lave-vaisselle, alors Cécile l'avait pendant que Julien séchait. Ils m'ont donné une éponge pour essuyer la table. « C'est à ton tour de choisir le jeu ce soir, » a dit Julien, rangeant la dernière assiette. Je ne savais pas de quoi il parlait. « Quel jeu? La soirée jeu du vendredi, tu te souviens? » Julien a désigné une pile de boîtes usées sur une étagère. « Mais si tu es trop fatigué, on peut juste regarder la télévision. » Non, un jeu, ça a l'air bien. Nous avons choisi un jeu de société. Les règles étaient simples, mais le plaisir était dans les interactions. Julien trichait exprès juste pour faire semblant d'être outré Cécile. Ils m'ont tous les deux laissé gagner quelques manches, mais pas toutes. Il y avait une vraie compétition. Quand le jeu a été terminé, Cécile a fait du chocolat chaud pour tout le monde. Nous nous sommes assis sur le canapé, serrés les uns contre les autres,
regardant une comédie à la petite télévision. Je me suis retrouvé à rire pour de vrai, sans me forcer. J'aime tes cheveux aujourd'hui, a commenté Cécile, passant ses doigts dans mes mèches. Ils sont différents, jolis. Je me suis tendu, craignant d'être découverte, mais Cécile a juste souri et a continué à me caresser les cheveux comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Sophie a enfilé le pyjama de soie qu'elle a trouvé dans mon placard. Elle a exploré la pièce une fois de plus, ouvrant chaque tiroir, touchant chaque objet. Elle a trouvé un journal intime caché sous le matelas et l'a feuilleté, se sentant un peu coupable. Les pages étaient remplies de dessins tristes, de figures solitaires, de fenêtres avec des silhouettes lointaines, beaucoup d'étoiles, peu de mots, tous sur la solitude et l'attente. Elle a fermé le journal et l'a remis à sa cachette. Elle avait compris plus de choses sur Marie à ce moment-là que dans toute notre conversation au parc. À 10 heures, Martine est venue vérifier si tout allait bien. Votre père a appelé. Il s'est excusé de ne pas pouvoir venir. Il a dit qu'il se rattraperait demain. Sophie a hoché la tête, essayant d'avoir l'air habituée. C'est bon. Bonne nuit, mademoiselle Marie. Martine a ajusté le thermostat de la pièce et est partie, fermant la porte. Sophie était seule dans l'immense pièce. Elle s'est allongée sur le lit king size, s'enfonçant dans les oreillers moelleux. C'était confortable, luxueux, parfait et complètement solitaire. Elle a allumé la lampe de chevet et a regardé autour d'elle. Tant de jouets, tant de belles choses, mais aucun signe de vie. Aucun jouet déplacé, aucun livre ouvert, aucun vêtement éparpillé. C'était comme un showroom, pas un endroit où quelqu'un vivait réellement. Elle a éteint la lumière. Au plafond, des étoiles fluorescentes brillaient faiblement. Sophie les a comptées, essayant de ne pas penser au petit appartement où ses parents racontaient probablement des histoires à Marie avant de dormir. Le silence de la maison était assourdissant. « Au lit, jeune fille », a annoncé Cécile, éteignant la télévision. Julien a transformé le canapé en lit avec des mouvements rapides et expérimentés. Cécile a apporté un pyjama usé mais propre d'un tiroir. « Je te laisse un peu d'intimité pour te changer », a-t-elle dit, se dirigeant vers la chambre avec Julien. J'ai enfilé le pyjama, sentant la texture différente du tissu. Ce n'était pas aussi doux que le mien, mais c'était chaud et confortable. Je me suis assise sur le lit improvisé, observant le petit appartement. Même les lumières éteintes, j'entendais Cécile et Julien parler doucement dans leur chambre, le son de la télévision des voisins, le bruit lointain des voitures dans la rue. Cécile est revenue, portant une brosse à cheveux. « Je peux ?» J'ai hoché la tête, surprise. Cécile s'est assise à côté de moi et a commencé à me brosser les cheveux avec des gestes doux. Personne ne l'avait fait depuis la mort de ma mère. Martine vérifiait juste si mes cheveux étaient rangés. Elle ne les brossait jamais pour moi. « Tu es silencieuse ce soir ?» a commenté Cécile. « Il s'est passé quelque chose au parc. » J'ai secoué la tête. « Je suis juste heureuse. » Cécile a souri et a embrassé mon front. « Nous aussi, bonne nuit, mon amour. »« Dors bien. »« Dors bien, princesse, » a dit Julien depuis l'entrée de la chambre. « Demain est un autre jour. » Je me suis allongé et Cécile m'a bordé. Avant de partir, elle a déposé un dernier baiser sur ma joue. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, nous sommes juste là. » Quand j'ai été seul, j'ai regardé le plafond écaillé. J'entendais le couple se préparer à dormir, le grincement du vieux lit, leur chuchotis affectueux. L'appartement était petit, bruyant, simple et complètement plein d'amour. Pour la première fois depuis des années, je me suis endormi en souriant. Le dimanche a commencé par une légère bruine. Cecil Thompson préparait le petit déjeuner, regardant la pluie à travers la petite fenêtre de la cuisine. Julien dormait encore. Le dimanche était son seul jour de repos complet. Dans le salon, je suis resté sur le canapé-lit, faisant semblant de dormir. J'étais réveillé depuis un moment, mais je voulais prolonger la sensation d'être là,
enveloppée dans cette couverture usée qui sentait l'adoucissant bon marché et l'amour. Cécile s'est approchée doucement et s'est assise sur le bord du canapé. « Sophie, tu es réveillée, ma chérie. » J'ai lentement ouvert les yeux. « Bonjour. »« Bonjour, j'ai fait des crêpes. » Cécile a écarté une mèche de cheveux de mon visage. Elle a froncé les sourcils un instant comme si elle remarquait quelque chose de différent, puis a souri. « Tu as bien dormi? » J'ai hoché la tête. J'avais mieux dormi que depuis des mois. À la petite table de la cuisine, j'ai mangé les crêpes lentement, coupant de petits morceaux avec ma fourchette et mon couteau. Cécile m'a regardé avec curiosité. « Depuis quand tu manges si poliment? » J'ai figé, ma fourchette à mi-chemin de ma bouche. « Comment ça? » « D'habitude, tu enroules la crêpe entière et tu la manges avec la main. » A ri Cécile. « Et tu demandes toujours plus de sirop. » Ah, ai-je pensé rapidement. J'ai juste envie de manger différemment aujourd'hui. Cécile a incliné la tête, étudiant sa fille. « Tu es différente depuis hier. Plus silencieuse, plus... Plus quoi? » Je ne sais pas. Différente. Cécile a tendu la main et a touché mon front. « Tu n'as pas de fièvre. Peut-être que tu es juste fatiguée. » J'ai forcé un sourire, essayant de ressembler davantage à Sophie. « Je vais bien, je réfléchis juste. » Cécile a hoché la tête, mais ses yeux sont restés vigilants, observateurs. « Si tu le dis. » Dans le manoir Parker, Sophie s'est réveillée au son de pas dans le couloir. Elle a regardé l'horloge numérique sur la table de chevet. 9h17. À la maison, elle serait levée depuis des heures, aidant au petit déjeuner ou rangeant le canapé-lit. Martine a frappé à la porte. « Mademoiselle Marie, vous êtes réveillée? » « Oui, » a répondu Sophie, s'asseyant dans l'énorme lit. La nounou est entrée, pourtant un plateau. « Votre petit déjeuner. Votre père est parti tôt. Il avait une réunion urgente. » Sophie a ressenti une pointe de déception, même si ce n'était pas son propre père. C'était dimanche. Quel genre de réunion a lieu un dimanche? « Merci, » a-t-elle dit, acceptant le plateau. Œufs brouillés, toast, jus d'orange, tout était parfaitement arrangé. « Des projets pour aujourd'hui? » a demandé Martine, ouvrant les rideaux. Dehors, la bruine tombait sur le jardin impeccable. Sophie a haussé les épaules. « Je ne sais pas. Qu'est-ce que je fais de l'habitude le dimanche? » Martine a semblé surprise par la question. « Eh bien, vos cours de piano et de natation sont pendant la semaine. Parfois, vous lisez ou regardez la télévision. Et mon père, qu'est-ce qu'on fait ensemble le dimanche? » L'expression de Martine s'est adoucie. « Il travaille habituellement, mademoiselle, mais il promet toujours de se rattraper. » « Et le fait-il? » Martine a redressé les couvertures, évitant le regard de Sophie. « Je vous laisse prendre votre petit déjeuner. Appelez si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Quand la porte s'est fermée, Sophie a regardé le plateau. La nourriture semblait parfaite, comme quelque chose sorti d'une publicité télévisée. Elle a mangé lentement, seule dans l'immense pièce, n'entendant que le son lointain de la pluie contre les fenêtres. Dans la cuisine Thompson, Julien est apparu, bâillant. « Bonjour, mes princesses. » Cécile a souri, lui versant une tasse de café bon marché. « Grosse dormeuse. » J'ai observé l'interaction. Il y avait tellement d'affection dans ce simple geste. « Bonjour, Sophie. » Julien m'a ébouriffé les cheveux en passant. « Des projets pour aujourd'hui? » Avant que je ne puisse répondre, Cécile est intervenue. Je crois qu'elle est un peu fatiguée. Elle a été silencieuse. Julien m'a regardé avec inquiétude. « Tu te sens malade, princesse? » « Non, » ai-je répondu rapidement. « Je vais bien. »« Elle mange aussi différemment, » a commenté Cécile. « Elle est toute polie avec une fourchette et un couteau. » Julien a ri. « Notre petite sauvageonne devient une dame. » J'ai rougi. Je me trahissais sans m'en rendre compte. J'essayais juste de faire quelque chose de nouveau, ai-je murmuré. Julien a échangé un regard avec Cécile, mais n'a pas insisté. « Et si on jouait à un jeu après le petit déjeuner? Il pleut de toute façon. On ne peut pas sortir. » J'ai souri, vraiment excité. J'aimerais bien ça. Sophie a passé la matinée à explorer le manoir. La pluie l'a gardée à l'intérieur, ce qui n'a fait qu'intensifier le sentiment d'enfermement.
Chaque pièce était plus grande et plus luxueuse que la précédente, mais elles partageaient toutes la même caractéristique. Elles semblaient intactes, comme des décors de théâtre où personne ne vivait réellement. Dans la bibliothèque, elle a trouvé une photo dans un cadre en argent. Une femme souriante tenait un bébé dans ses bras, tandis qu'un homme plus jeune, qu'elle a reconnu comme Pierre Parker, les regardait tous les deux avec adoration. Ma mère, je suppose. Elle s'est demandé ce qui lui était arrivé. Martin est apparu à la porte. « Oh, le déjeuner est prêt, mademoiselle. »« Mon père rentre-t-il pour le déjeuner ?» a demandé Sophie, remettant la photo à sa place. Il a appelé et a dit qu'il essayerait, mais sans promesse. Dans l'énorme salle à manger, Sophie s'est de nouveau assise seule à table. Une assiette de saumon grillé avec des asperges a été servie. De la nourriture de restaurant cher avec personne avec qui la partager. Elle était à mi-chemin de son repas quand la porte d'entrée s'est ouverte. Pierre Parker est entré, parlant sur son téléphone portable. Il a fait un rapide signe de la main à Sophie avant de se diriger vers son bureau, toujours absorbé par sa conversation. Sophie a soupiré. Ne pouvait-il même pas éteindre son téléphone pendant 5 minutes un dimanche? Dans le petit salon des Thompson, j'étais en train de jouer à Uno avec Julien et Cécile. La pluie martelait les fenêtres, créant une atmosphère douillette. Le jeu était simple, mais les rires étaient constants. « Hey, ce n'est pas juste !» a protesté Julien quand Cécile a joué un +4 sur ses cartes. « Si ça l'est, c'est dans les règles », a ri Cécile, me faisant un clin d'œil. « N'est-ce que bon, Sophie? » J'ai hoché la tête, souriante. Les règles sont les règles. Julien a ramassé les 4 cartes supplémentaires, grommelant en plaisantant. « Vous deux, vous vous liguez toujours contre moi. » J'ai senti une chaleur dans ma poitrine. C'était ça, une famille. Des gens qui rient ensemble, qui plaisantent, qui se prêtent attention. « Maintenant, à ton tour, Sophie, » m'a rappelé Cécile. J'ai joué ma carte distraitement. J'étais plus intéressé par la dynamique entre eux que par le jeu lui-même. « Tout va bien, ma chérie? » a demandé Cécile, remarquant ma distraction. « Oui, » ai-je répondu, puis sans réfléchir, j'ai ajouté. « J'aimerais juste que chaque jour soit comme ça. » Cécile et Julien ont échangé des regards. « Que veux-tu dire? » a demandé Julien doucement. « On joue toujours le dimanche. » J'ai réalisé mon erreur. Je sais, c'est juste que c'est agréable, c'est tout. Cécile a étudié mon visage un instant comme si elle cherchait quelque chose de familier qui était différent. « Tu es si pensive depuis hier. Il s'est passé quelque chose au parc que tu ne nous as pas dit? » J'ai baissé les yeux sur mes cartes. Non, rien. Mais Cécile ne semblait pas convaincue. Dans l'après-midi, Pierre est finalement sorti de son bureau. Il a trouvé Sophie dans le salon regardant la télévision sans vraiment faire attention. « Salut Marie, désolé pour le retard. Cette réunion était importante. » Sophie l'a regardée, essayant de cacher son irritation. Comment Marie supporte-t-elle cela? « C'est bon. » Pierre s'est assis sur le canapé, maintenant une distance polie. « Comment s'est passée ta journée? » « Calme, » a répondu Sophie un peu trop brutalement pour mes standards. Pierre a semblé surpris par la réponse. « Eh bien, c'est dimanche. Les jours calmes sont bons. »« Calme est différent de vide, » a murmuré Sophie. « Qu'est-ce que tu as dit? » Rien. Sophie a reporté son regard sur la télévision. Pierre est devenu agité. Normalement, sa fille ne lui demandait pas grand-chose. C'était l'une des choses qui rendaient sa vie bien remplie gérable. Tu veux faire quelque chose? On pourrait, je ne sais pas, regarder un film. Sophie a pensé à ce à quoi ressemblaient les dimanches à la maison. Son père, son vrai père, racontait des histoires idiotes, l'aidait avec un projet manuel ou était juste assis à côté d'elle, vraiment présent. Un film serait bien, a-t-elle finalement répondu. Pierre a souri, l'air soulagé. Super. Choisi. Pendant un bref instant, Sophie a ressenti une connexion. Peut-être qu'il y avait de l'espoir pour Pierre et Marie, mais son téléphone a sonné. Pierre a regardé l'écran et son visage a changé. « Je dois prendre ça, c'est important. Choisis le film, je reviens tout de suite. » Et il a quitté la pièce, déjà au téléphone.
Sophie était de nouveau seule. Le soir, Cécile a préparé une simple soupe pour le dîner. J'ai aidé à mettre la table, essayant de me souvenir où Sophie gardait tout. Depuis quand tu sais où sont les cuillères? A demandé Cécile, me regardant attentivement. J'ai figé. J'ai toujours su. D'habitude, tu prends les fourchettes quand je demande des cuillères, a souri Cécile, mais ses yeux étaient sérieux. Et depuis hier, tu plies la couverture parfaitement, et tu manges lentement, et tu dis « s'il vous plaît » et « excusez-moi » tout le temps. J'ai ravalé ma salive. J'essaie juste d'être plus poli. Cécile n'a pas insisté, mais je sentais qu'elle se doutait de quelque chose. Pendant le dîner, la conversation a coulé naturellement. Julien a parlé du nouveau travail qu'il commencerait le lendemain. Cécile a parlé d'une commande de couture qu'elle devait terminer. J'ai écouté avec un intérêt sincère, posant des questions, m'impliquant. « Tu sais que tu peux tout nous dire, n'est-ce pas? » a dit Cécile soudainement, me regardant directement. « Bien sûr, ai-je répondu, le cœur battant la chamade. « Tout, a répété Cécile, même si ça semble étrange. » J'ai hoché la tête, ne faisant pas confiance à ma propre voix. Cécile savait-elle? Comment pouvait-elle savoir? Après le dîner, pendant que Julien faisait la vaisselle, Cécile m'a emmené au salon. Nous nous sommes assises sur le canapé qui allait bientôt devenir le lit de Sophie. « Ma chérie », a commencé Cécile, me prenant les mains. Je connais ma fille. Je connais chaque expression, chaque geste, chaque habitude. Elle a fait une pause. Et toi, ces 2 derniers jours, tu as été différente. J'ai senti mon sang se glacer. Différente. Comment? Je ne peux pas l'expliquer. C'est comme... Cécile a étudié mon visage. C'est comme si tu étais Sophie, mais pas complètement. J'ai baissé les yeux. Le jeu était-il fini? Quoi que ce soit, a continué Cécile, je veux que tu saches que nous sommes là pour parler, pour aider. Tu comprends? J'ai hoché la tête, retenant mes larmes. Qu'est-ce que ce serait d'avoir une mère comme ça tous les jours? Quelqu'un qui remarquait chaque petit changement, qui se souciait tant. Est-ce que je peux rester ici? Ai-je demandé dans un murmure. Cécile a froncé les sourcils. Que veux-tu dire, ma chérie? C'est ta maison. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas expliquer que je voulais rester pour toujours, que je ne voulais pas retourner à mon manoir vide, à mon père absent, à ma vie solitaire, que cette petite famille dans ce petit appartement était tout ce que j'avais toujours voulu. Dans le manoir Parker, Sophie était assise seule dans le salon. Pierre était retourné à son bureau après le dîner, promettant que ce ne serait qu'une demi-heure de plus. C'était il y a 2 heures. La maison était trop silencieuse, trop grande, trop vide. Sophie pensait à ses parents, à leur petit appartement bruyant, à Marie dormant dans son lit d'improvisé, recevant l'affection qu'elle méritait. Les larmes sont venues sans prévenir. D'abord une, puis une autre, jusqu'à ce qu'elle sanglote, recroquevillée sur l'immense canapé. Sa maison lui manquait, ses parents lui manquaient, elle voulait rentrer. C'est ainsi que Pierre l'a trouvée. Quand il est finalement sorti de son bureau, il s'est arrêté à la porte, complètement impréparé à la vue de sa fille, toujours si composée, pleurant ouvertement. « Marie, qu'est-ce qui s'est passé? » Sophie a levé son visage taché de larmes. Un instant, elle a oublié la mascarade, oublié qu'elle était censée être Marie. Elle n'était qu'une fille de 10 ans qui voulait rentrer à la maison. « Cette maison est belle, a-t-elle dit entre 2 sanglots, mais personne ne me parle. Je veux juste rentrer à la maison. » Pierre est resté paralysé comme s'il avait été giflé. « Marie, c'est ta maison. » Sophie a secoué la tête, pleurant toujours. « Non, ce n'est pas ma maison. La maison, c'est là où les gens te parlent, où quelqu'un te demande comment s'est passée ta journée et veut vraiment savoir, où tu n'es pas seul. » Pierre s'est approché hésitamment, s'asseyant à côté d'elle. Il a tendu la main, mais s'est arrêté à mi-chemin, comme s'il ne savait pas comment réconforter sa propre fille. « Je suis désolé, j'ai été occupé. »« Mais tu es toujours occupé, » a interrompu Sophie. « Il y a toujours quelque chose de plus important. » Pierre a ravalé sa salive,
Les mots l'ont frappé comme des flèches. C'était vrai. Il y avait toujours quelque chose de plus urgent que sa fille, mais l'entendre d'elle, voir la douleur dans ses yeux. Marie, je... Sophie a essuyé ses larmes avec le revers de sa main. Demain, j'ai besoin d'aller au parc demain. Le parc? Pierre a froncé les sourcils, confus par le changement de sujet. Pourquoi? J'en ai juste besoin, s'il te plaît. Quelque chose dans son ton, désespéré, urgent, a fait hocher la tête à Pierre. D'accord, je t'emmènerai demain. Sophie a reniflé, essayant de se calmer. Promis? Je promets. Mais même en le disant, son téléphone a vibré dans sa poche. Instinctivement, Pierre l'a sorti pour vérifier. Sophie a regardé le mouvement avec résignation. Certaines choses ne changeaient jamais. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec le cœur lourd. Il était temps de rentrer, de quitter ce petit paradis et de retourner à ma vie de luxe vide. Cécile avait préparé mon petit déjeuner préféré, ou plutôt celui de Sophie, et avait essayé de maintenir la conversation animée, mais il y avait une tension dans l'air. « Sophie, » a dit Cécile alors que nous rangions la cuisine, « est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux me dire? Quoi que ce soit. » J'ai failli tout avouer à ce moment-là. J'ai failli dire que je n'étais pas Sophie, que j'étais une fille riche et solitaire qui avait trouvé plus d'amour dans ce petit appartement en 2 jours qu'en des années dans mon manoir. Mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. J'ai besoin d'aller au parc aujourd'hui, ai-je finalement dit. Cécile a semblé surprise. Au parc, le même que samedi? J'ai hoché la tête. C'est important. Julien, qui écoutait la conversation, a échangé un regard avec Cécile. On peut t'y emmener après le déjeuner. J'ai un entretien d'embauche ce matin. Merci, ai-je dit, me sentant à la fois soulagé et triste. Aujourd'hui, je reverrai Sophie. Aujourd'hui, je rentrerai à la maison. Mais une partie de moi ne voulait pas rentrer. Une partie de moi voulait rester Sophie Thompson pour toujours. Au parc, la fontaine où nous nous étions rencontrés pour la première fois était entourée de pigeons. Sophie est arrivée la première, accompagnée de Pierre, qui vérifiait sa montre toutes les quelques minutes. « Combien de temps on reste ?» a-t-il demandé. « Pas longtemps », a répondu Sophie, scrutant les sentiers à la recherche des Thompson. Quand elle les a finalement vus arriver par le chemin de Pierre, son cœur a bondi. J'étais en train de marcher entre Julien et Cécile, leur tenant les 2 mains. Ça semblait si naturel, comme si j'avais toujours fait partie de cette famille. Nous nous sommes regardés de loin, une reconnaissance silencieuse passant entre nous. Il était temps de dire la vérité. Le bureau de la travailleuse sociale était trop petit pour accueillir confortablement les 6 personnes assises autour de la table. Pierce Parker semblait mal à l'aise, son costume coûteux contrastant avec les murs écaillés. Cécile et Julien Thompson se tenaient la main, digérant encore tout ce qu'ils avaient découvert ces derniers jours. Sophie et moi étions assises côte à côte, identiques dans chaque détail physique, mais habillés complètement différemment. Moi dans une simple robe empruntée à Sophie, et Sophie dans des vêtements bien trop chers pour une enfant. « Merci d'être venus à si brève échéance », a dit Madame Durand, ajustant ses lunettes pendant qu'elle feuilletait un vieux dossier. « Je dois avouer que cette situation est une première pour moi. » Pierre a éclairci sa gorge. « Pouvons-nous aller droit au but? J'ai une entreprise à gérer. » Cécile a lancé un regard désapprobateur à l'homme d'affaires, tandis que Julien lui serrait la main pour la retenir. Les filles ont échangé un regard complice. En seulement 2 jours, elles avaient bien compris la dynamique des 2 familles. Madame Durand a hoché la tête. « Bien sûr, comme je l'ai expliqué au téléphone, j'ai trouvé les dossiers d'adoption des filles. Et bien, ce sont, en fait, des sœurs jumelles. » Un silence pesant a rempli la pièce, bien que tout le monde s'en doutât depuis l'incident au parc. Entendre la confirmation officielle rendait tout cela beaucoup plus réel. « Comment cela a-t-il pu arriver? » a demandé Cécile, sa voix tremblante. « Comment 2 sœurs ont-elles pu être séparées comme ça? » La travailleuse sociale a soupiré, l'air vraiment troublé. C'était une erreur administrative, une terrible méprise. Elle a ouvert 2 dossiers côte à côte.
Voyez-vous, toutes deux ont été laissées à l'orphelinat quand elles n'avaient que quelques jours. La mère biologique ne pouvait pas se permettre d'élever des jumeaux, et personne n'a pensé qu'il était important de mentionner qu'il y en avait deux, a questionné Pierre indigné. Selon les dossiers, l'information existait, mais Madame Durand a hésité. Il y a eu un changement de personnel à cette époque. L'orphelinat était débordé. Les bébés ont été placés dans des berceaux séparés dans des ailes différentes, et elles sont simplement tombées dans des processus d'adoption séparés. Sophie a tendu la main et a pris la mienne. Nous avons toutes deux regardé attentivement les dossiers ouverts qui contenaient nos histoires de vie. Quand M. Parker est venu adopter, il a précisé qu'il voulait une fille, de préférence un nouveau-né, a continué la travailleuse sociale. Et 3 semaines plus tard, quand les Thompson sont venus, nous n'avons pas précisé, a complété Julien. Nous voulions juste un enfant à aimer. Madame Durand a hoché la tête. Exactement. Et personne n'a fait le lien. Dans des adoptions différentes, avec des travailleuses sociales différentes, les jumelles sont devenues Mary Parker et Sophie Thompson. Pierre a passé une main sur son visage, l'air soudainement épuisé. Et la mère biologique, c'est-elle cela? Malheureusement, nous n'avons pas eu de contact avec elle depuis des années, a répondu Madame Durand. Elle a signé les papiers renonçant à la garde et n'est jamais revenue. Elle a seulement laissé une lettre à remettre à ses filles quand elles auraient 18 ans. Nous nous sommes redressés sur nos chaises. On peut voir la lettre maintenant, ai-je demandé. La travailleuse sociale a secoué la tête. Je suis désolé. Légalement, je ne peux vous la donner que lorsque vous atteindrez l'âge adulte, ou si la mère biologique apparaît et l'autorise. Sophie a grimacé de déception. Ce n'est pas juste, c'est nous que ça concerne. Je sais, ma chère, a répondu Madame Durand avec gentillesse. Mais ce sont les règles. Cécile s'est penchée en avant. Alors quoi maintenant? Que va-t-il leur arriver? La question a flotté dans l'air comme un lourd nuage. Pierre a bougé inconfortablement sur sa chaise. Légalement, a expliqué la travailleuse sociale. Les 2 adoptions sont valables. Vous êtes les parents légaux des enfants respectifs que vous avez adoptés. Mais ce sont des sœurs, a protesté Cécile. Des jumelles. Vous ne pouvez pas simplement séparer 2 sœurs. Techniquement, elles sont séparées depuis 10 ans, a répondu Madame Durand. La situation est compliquée, mais il n'y a aucune base légale pour annuler les adoptions. Ou, nous ne demandons même pas ça, a interrompu Julien, sa voix calme mais ferme. Nous voulons juste savoir ce qui est le mieux pour les filles. Tous les adultes ont regardé Sophie et moi, qui restions assises côte à côte, nous tenant la main, identiques en apparence, mais si différentes par nos expériences de vie. « Que voulez-vous, les filles? » a demandé la travailleuse sociale. Sophie et moi avons échangé des regards. En seulement 2 jours ensemble, nous avions déjà développé cette communication silencieuse que seules les jumelles semblent posséder. « Nous voulons rester ensemble, » a répondu Sophie. « Mais nous voulons aussi nos familles, » ai-je ajouté. Pierre a froncé les sourcils. « Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas vivre à 2 endroits en même temps. » Cécile a lancé un regard provocateur à l'homme d'affaires. « Peut-être pas, mais nous pouvons trouver une solution. Elles viennent de se retrouver après 10 ans. Elles ne peuvent pas être séparées de nouveau. » Un silence pesant est tombé sur la pièce. Madame Durand a fermé les dossiers et a ajusté ses lunettes. « Si je peux faire une suggestion, » a-t-elle dit avec prudence. « Il y a plusieurs arrangements possibles. Des visites régulières, des week-ends alternés, des vacances partagées. L'important est que les filles maintiennent le contact. » Pierre m'a regardé, moi, sa fille, la fille qu'il avait élevée seule depuis la mort de sa femme. Il a remarqué à quel point j'étais à l'aise aux côtés de ma sœur, à quel point je semblais plus vivante, plus présente, qu'il ne m'avait jamais vue à la maison. « Nous devons penser à leur bien-être, » a-t-il finalement dit. « Je suis d'accord, » a répondu Julien, « et leur bien-être inclut le maintien du lien qu'elles viennent de découvrir. Nous, les filles,
Regardions la conversation comme un match de tennis allant d'un adulte à l'autre. On peut essayer une période d'essai, a suggéré Cécile. Peut-être des déjeuners du dimanche ensemble pour commencer. Pierre semblait sur le point de refuser, mais son regard a rencontré celui de Sophie, la fille qui, pendant 2 jours, il avait cru être sa fille. La fille qui avait pleuré sur son canapé de salon, disant que personne ne lui parlait. Quelque chose en lui s'est contracté douloureusement. « Je pense que nous pouvons essayer ça », a-t-il dit, surprenant tout le monde, y compris lui-même. Mon visage s'est illuminé. Vraiment? Pierre a hoché la tête, essayant de sourire. Vraiment? Madame Durand a semblé soulagée. Excellent. Je peux vous aider à officialiser un accord de visite si vous le souhaitez. Ce ne sera pas nécessaire, a dit Pierre, tendant la main à Julien. Nous pouvons gérer cela comme des adultes pour le bien des filles. Julien a hésité une seconde, puis a serré la main, pour le bien des filles. En quittant le bureau de la travailleuse sociale, les 2 familles ont marché ensemble vers le parking. Pierre s'est arrêté près de sa voiture importée, tandis que les Thompson se dirigeaient vers l'arrêt de bus. « Vous avez besoin d'un trajet ?» a-t-il offert, l'air presque gêné par sa propre richesse. Cécile a ouvert la bouche pour refuser, mais Julien a répondu le premier. « Ce serait utile, merci. » Dans la voiture, nous, les filles, étions assises sur la banquette arrière, chuchotant l'une à l'autre. Les adultes maintenaient un silence tendu, chacun perdu dans ses pensées. « Quand est-ce qu'on pourra se revoir ?» a demandé Sophie quand Pierre s'est garé devant l'immeuble des Thompson. « Et si c'était dimanche ?» a suggéré Cécile, regardant Pierre. « Vous pourriez venir déjeuner avec nous. » Pierre a froncé les sourcils. « Ici? À moins que vous ne préfériez nous recevoir chez vous, » a répondu Cécile avec une légère pointe dans la voix. « Le dimanche, c'est super, » est intervenu Julien, lançant à sa femme un regard d'avertissement. Midi. Pierre a hoché la tête. « Nous serons là. » Les filles se sont serrées dans les bras longtemps, hésitant à se séparer. « Juste quelques jours de plus, » ai-je murmuré à ma sœur. « Je t'enverrai des lettres, » a promis Sophie. « Tous les jours. » Cécile a lissé une mèche de mes cheveux. « Prête à rentrer à la maison, ma chérie? » J'ai regardé Sophie une dernière fois, puis j'ai hoché la tête. « Prête. » Alors que la voiture de Pierre s'éloignait, nous emmenant, Sophie et moi, à nouveau dans des directions opposées, nous avons toutes 2 regardé en arrière à travers les fenêtres, nous promettant silencieusement que nous ne serions plus jamais vraiment séparés. Quoi qu'il arrive, nous nous étions trouvés, et ce n'était pas un accident. La première nuit de retour au manoir fut étrange pour moi. Ma chambre, autrefois un refuge, semblait maintenant trop grande, trop vide. Allongé dans mon lit king-size, je regardais les étoiles fluorescentes au plafond et je pensais au canapé-lit des Thompson, à l'odeur d'adoucissant bon marché, au son réconfortant des gens qui parlaient dans la pièce d'à côté. Martine a frappé à la porte et est entrée sans attendre de réponse, comme toujours. « Tout va bien, mademoiselle Marie. Vous avez besoin de quelque chose avant de dormir? » J'ai secoué la tête. « Non, merci. » La nounou a hoché la tête et s'est retournée pour partir, suivant la routine quotidienne. Avant qu'elle ne puisse refermer la porte, j'ai appelé « Martine. »« Oui, mademoiselle ?» J'ai hésité. Je voulais lui demander si elle pouvait rester un peu plus longtemps, parler, peut-être me brosser les cheveux comme Cécile l'avait fait, mais les mots ne sont pas sortis. Rien. Bonne nuit. Bonne nuit, mademoiselle Marie. La porte s'est refermée et j'étais de nouveau seul. Dans le silence de la pièce, j'ai ressenti l'absence de rire, de conversation, des petits gestes d'affection qui remplissaient l'appartement des Thompson. Là-bas, quelqu'un demandait toujours à quoi je pensais, se souciait toujours de mes réponses. Ici, tout était parfait et vide. Dans le petit appartement des Thompson, Sophie rangeait son coin sur le canapé-lit. Cécile avait lavé la couverture et l'oreiller, et l'odeur de l'adoucissant remplissait la pièce. « Tout va bien là-bas, princesse ?» a demandé Julien, sortant de la chambre déjà en pyjama.
Tout va bien, a répondu Sophie, mais sa voix a un peu faibli. Julien s'est assis à côté d'elle sur le canapé. Tu veux parler de ce qui s'est passé? De ta sœur? Sophie a senti ses yeux la piquer. C'est étrange. J'ai passé 10 ans sans savoir qu'elle existait, et maintenant je n'arrête pas de penser à elle. C'est normal, vous êtes jumelles, a dit Julien, passant son bras autour des épaules de sa fille. Vous avez un lien spécial. Sa maison est si différente, a continué Sophie. Tout est grand et beau, mais silencieux. Est-ce que ça t'a manqué ici? Sophie a hoché la tête. Vous m'avez manqué. Le bruit, les blagues nulles de papa. Elle a souri un peu, même le voisin avec sa télévision bruyante. Julien a ri et a embrassé le dessus de la tête de sa fille. Et tu nous as manqué, même sans savoir que ce n'était pas toi. Cécile est apparue à la porte de la chambre. Vous allez parler toute la nuit. L'école, c'est demain. L'école? Les yeux de Sophie se sont écarquillés. Mais je n'ai pas été à l'école depuis des mois. Ses parents ont échangé un regard. Marie te l'a dit, n'est-ce pas? Sophie s'est mordu la lèvre, réalisant son erreur. Oui, elle l'a mentionné. Cécile s'est assise de l'autre côté de sa fille. Eh bien, ça va changer. Le nouveau travail de ton père commence demain, tu te souviens? Et nous avons réussi à faire en sorte que tu puisses aussi retourner à l'école. Vraiment? Sophie ne pouvait pas contenir son excitation. Je peux t'y retourner? Oui, jeune fille. Lundi prochain, tu seras de retour. Nous avons déjà parlé avec le directeur, expliqué la situation. Cécile a hésité. Enfin, une partie de la situation. C'est incroyable. Sophie les a serrés tous les deux dans ses bras en même temps, puis plus doucement. Vous croyez que Marie peut aller à la même école? C'est quelque chose que nous devons discuter avec M. Parker, a répondu Julien avec prudence. Mais je suis sûr que vous vous verrez beaucoup toutes les deux. Quand elle s'est enfin allongée pour dormir, Sophie s'est sentie chez elle en sécurité. Mais il y avait un espace vide maintenant, un espace en forme de Marie. Comment était-il possible de manquer autant quelqu'un qu'elle venait de rencontrer? Le lendemain matin, je me suis réveillé avec le même silence que toujours. Je suis descendu pour le petit déjeuner et j'ai trouvé la table dressée juste pour moi, comme tous les autres jours. Martine surveillait la femme de chambre qui servait le petit déjeuner. « Bonjour, mademoiselle Marie. Avez-vous bien dormi? »« Oui, merci. » Mais non, j'avais passé la moitié de la nuit à penser à ce que Cécile et Julien faisaient, s'ils avaient remarqué les différences entre Sophie et moi, s'ils parlaient de ce qui s'était passé. Votre père est déjà parti. Il avait une réunion tôt. J'ai hoché la tête, peu surprise. J'ai mangé lentement, sentant le poids du silence sur mes épaules comme jamais auparavant. Avant de rencontrer Sophie, avant de vivre la vie des Thompson, le silence n'était que le silence. Maintenant, c'était une absence douloureuse. Dans la première lettre qu'elle m'a envoyée, Sophie a dessiné la famille Thompson devant leur immeuble. Elle a ajouté une bulle de pensée au-dessus de sa tête avec un dessin de moi à l'intérieur. Au dos du papier, elle a écrit de sa ronde écriture. « Chère Marie, tu me manques. » C'est bizarre, n'est-ce pas? On vient de se rencontrer, mais j'ai l'impression qu'une partie de moi a toujours manqué. Une pièce en forme de toi. Maman a dit que je pourrais retourner à l'école lundi. Papa a commencé son nouveau travail aujourd'hui. Il était nerveux, mais il faisait semblant que non. Maman sait toujours quand il est nerveux parce qu'il se coiffe de travers. Comment ça se passe au manoir? Ton père a remarqué quelque chose? Martine a posé des questions sur l'échange. Écris-moi vite ou appelle. Le téléphone ici a été reconnecté hier. Avec amour, Sophie, ta sœur jumelle. Sophie a orné la lettre d'étoile et de cœur, puis l'a mise dans une enveloppe que Cécile l'a aidé à adresser. Le lendemain, en rentrant du marché avec sa mère, elle a trouvé une enveloppe qui l'attendait dans la boîte aux lettres. Chère Sophie, tu me manques aussi. C'est comme si la moitié de moi était restée avec toi. La maison est la même, silencieuse, grande. Mon père travaille toujours beaucoup. Martine m'a demandé si j'allais bien. Elle a dit que je semblais différente. Je pense qu'elle sait que quelque chose s'est passé, mais pas exactement quoi.
Je suis tellement heureuse que tu retournes à l'école. Tu crois qu'on pourrait un jour étudier ensemble? J'ai des cours privés ici à la maison, mais je préférerais aller à une vraie école. Aujourd'hui, j'ai essayé de faire des crêpes comme ta mère. Martine a failli avoir une crise cardiaque quand elle m'a vu dans la cuisine. Elle a dit, « Ce n'est pas votre place, mademoiselle. » Les crêpes étaient affreuses, mais c'était amusant d'essayer. Ça te dérangerait si j'appelais ce soir? J'aimerais entendre ta voix. Avec amour, Marie. Je n'arrive toujours pas à croire que j'ai une sœur. Mes dessins étaient plus détaillés, plus techniques, le résultat d'années de cours d'art privés, mais les sentiments exprimés étaient tout aussi sincères. Les lettres ont continué les jours suivants. Parfois, 2 arrivaient le même jour. Parfois, ce n'étaient que des dessins. À travers elles, les filles ont commencé à combler les 10 années de séparation, partageant des souvenirs, des préférences, des peurs et des rêves. Je gardais chacune des lettres de Sophie dans une boîte décorée que j'avais trouvée dans la bibliothèque. Sophie épinglait mes lettres au mur à côté de son canapé-lit, créant une mosaïque colorée qui grandissait chaque jour. Les appels téléphoniques sont devenus une routine. Chaque soir à 20 heures précises, le téléphone des Thompson sonnait. Cécile ou Julien répondaient, échangeaient quelques mots polis, puis passaient le téléphone à Sophie, qui courait répondre. Moi, dans ma maison silencieuse, je m'asseyais sur le sol du hall d'entrée, le dos contre le mur du salon, et je parlais à voix basse pour ne pas déranger mon père au cas où il serait à la maison, ce qui n'était généralement pas le cas. Le vendredi, 4 jours après avoir découvert que nous étions sœurs, Pierre Parker est rentré plus tôt que d'habitude. Il était fatigué. Les négociations pour l'acquisition d'une entreprise rivale étaient plus compliquées qu'il ne l'avait anticipé. Mademoiselle Marie est dans sa chambre, l'a informé Martine quand il a demandé de mes nouvelles. Pierre a hoché la tête et a monté les escaliers. Il s'est arrêté devant la porte de ma chambre, hésitant. Il n'interrompait généralement pas la routine de sa fille. En fait, il n'était pas sûr de ma routine. Martine s'occupait de tout. Il a frappé doucement. « Entrez » est venue la réponse surprise. J'étais assise à mon bureau, écrivant quelque chose que j'ai rapidement caché quand mon père est entré. « Salut, papa. »« Salut, Marie. » Pierre a regardé autour de lui, remarquant à quel point la pièce était rangée. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il était venu ici. « Tout va bien? » « Oui. » Un silence inconfortable s'est installé entre nous. Pierre a réalisé, peut-être pour la première fois, qu'il ne savait pas comment parler à sa propre fille. Martine a dit que le dîner sera servi dans une demi-heure. Je pensais que nous pourrions dîner ensemble ce soir. Je l'ai regardée, clairement surprise. « Vraiment? » »« Bien sûr, » a forcé un sourire Pierre. « Nous sommes une famille, n'est-ce pas? » Le mot « famille » a flotté dans l'air entre nous, chargé de sens. J'ai pensé aux Thompson, à la façon dont ils formaient une vraie famille malgré leurs difficultés. J'ai pensé à Sophie, ma sœur jumelle, l'autre moitié de moi-même dont j'avais vécu 10 ans sans la connaître. « Oui », ai-je finalement répondu. « Nous sommes une famille. » Le dîner a été silencieux au début. Pierre a essayé quelques questions génériques sur l'école, les cours de piano, des choses qu'il savait faire partie de ma vie, mais n'avait aucune idée de ce que j'en pensais vraiment. J'ai répondu poliment, mais sans enthousiasme, jusqu'à ce que soudain, je pose ma fourchette et le regarde directement dans les yeux. « Papa, comment était ton enfance? » Pierre a cligné des yeux, surpris par la question. « Mon enfance? Oui. Tu avais des frères et sœurs? Tes parents étaient toujours là? Étais-tu heureux? » Eh bien, Pierre a éclairci sa gorge, inconfortable. J'ai eu une enfance normale, je suppose. Mes parents travaillaient beaucoup, tout comme moi. J'ai une sœur aînée, comme tu le sais, tante Catherine, qui vit en Europe et ne vient jamais nous voir. Oui, celle-là même. Pierre a pris une gorgée d'eau. Pourquoi cet intérêt soudain? J'ai tripoté ma nourriture avec ma fourchette. J'essaye juste de comprendre certaines choses. Quelle chose? La famille. Qu'est-ce qui fait qu'une famille est une vraie famille? Pierre a froncé les sourcils. Est-ce que cela a un rapport avec les Thompson, avec ta sœur?
J'ai levé les yeux, rencontrant le regard de mon père. Chez Sophie, j'étais vu. Ici, tout est beau, mais personne ne me voit. Les mots ont frappé Pierre comme un coup de poing. Il a ouvert la bouche pour répondre, pour nier, pour se défendre, mais il ne pouvait pas, car il savait que c'était vrai. Marie, je ne dis pas ça pour te faire de la peine. Ai-je continué, ma voix petite mais ferme. C'est juste que maintenant je connais la différence et ça fait mal. Pierre a senti quelque chose se briser en lui. Un mur soigneusement construit au fil des ans, une barrière qu'il avait érigée après la mort de sa femme, quand il s'était jeté dans le travail pour éviter de gérer la douleur. Une barrière qui, sans s'en rendre compte, l'avait aussi séparé de sa fille. « Je suis tellement désolé », a-t-il finalement dit, et les mots semblaient inadéquats, insuffisants. J'ai juste hoché la tête, regardant de nouveau mon assiette. Nous avons terminé le dîner en silence, mais pas le même silence qu'avant. C'était un silence plein de mots tus, de révélations douloureuses, de vérités qui ne pouvaient plus être ignorées. Quand je me suis levé pour aller dans ma chambre, Pierre m'a appelé. « Marie ». Je me suis retourné. « Merci de m'avoir dit ça, d'avoir été honnête. » Il a hésité. « J'essaierai de faire mieux. » Un petit sourire a touché mes lèvres. « Bonne nuit, papa. »« Bonne nuit, ma chérie. » Quand je suis parti, Pierre est resté à table, fixant le siège vide en face de lui. Il s'est souvenu de Sophie, la fille identique à sa fille, et pourtant d'une certaine manière complètement différente. Il s'est souvenu de la façon dont elle avait pleuré sur le canapé, disant que personne ne lui parlait. À l'époque, il avait cru que c'était Marie qui faisait une sorte de dépression. Maintenant, il comprenait. Sa fille étouffait dans cette maison parfaite et vide, et il ne l'avait même pas remarqué. Pierre s'est levé, déterminé. Dans son bureau, il a sorti son agenda et a commencé à réorganiser ses rendez-vous, à annuler les réunions non essentielles, à déléguer des tâches. Pour la première fois depuis des années, quelque chose était plus important que l'entreprise. Sa fille avait besoin de lui et il ne la décevrait plus. Pierre Parker a ajusté sa cravate en montant les escaliers de l'immeuble. Il n'avait jamais imaginé qu'il se sentirait si mal à l'aise dans un endroit, non pas à cause de la simplicité du bâtiment, mais parce que chaque marche usée lui rappelait les décisions qu'il avait prises tout au long de sa vie, des décisions qui privilégiaient les profits au détriment des gens. Il s'est arrêté au 4e étage, essoufflé. Comment les Thompson faisaient-ils cela tous les jours? Il a redressé son costume et a pris une profonde inspiration avant de frapper à la porte. C'est Julien qui a répondu. Les deux hommes se sont fait face un instant, aussi différents qu'ils pouvaient l'être. Pierre dans son costume impeccable, les cheveux parfaitement coupés, Julien dans une simple chemise boutonnée, les manches retroussées, une légère barbe de 3 jours. « Monsieur Parker », a dit Julien sans expression, « veuillez entrer. » Pierre est entré dans le petit appartement, essayant de ne pas montrer sa surprise face à la taille de l'endroit. Le salon était plus petit que son dressing. Un canapé-lit occupait la moitié de l'espace avec des draps pliés dessus. Au mur, une mosaïque colorée de dessins et de lettres. La correspondance entre les jumelles. « Les filles sont au parc avec Cécile », a expliqué Julien, offrant à Pierre le seul fauteuil. « J'ai pensé que nous pourrions mieux parler sans elle. » Pierre a hoché la tête, reconnaissant pour l'intimité. Il s'est assis sur le bord du fauteuil, toujours mal à l'aise. « Café ?» a offert Julien. « S'il vous plaît. » Julien est allé à la petite cuisine, séparée du salon seulement par un comptoir. Il a préparé 2 tasses et est revenu, en tendant une à Pierre avant de s'asseoir sur le canapé. « Je dois admettre que j'ai été surpris par votre appel, » a dit Julien en soufflant sur son café chaud. « Je ne m'attendais pas à ce que vous vouliez me rencontrer, surtout ici. »« Nous devions parler, » a répondu Pierre. « Des fils, de l'avenir. » Julien a hoché la tête, étudiant l'homme devant lui. « Je suis d'accord. » Un silence pesant s'est installé entre eux. Pierre a pris une gorgée de café, surpris par son goût fort et bon. Ce n'était pas le café gourmet importé auquel il était habitué, mais il avait quelque chose d'authentique. «
Monsieur Thompson, s'il vous plaît, appelez-moi Julien. Julien. Pierre a posé sa tasse sur la table basse. Je veux aider à l'éducation de Sophie. Je peux payer pour une école privée, la même que celle où Marie étudie. Nous ne demandons pas la charité, a interrompu Julien, sa voix calme mais ferme. Ce n'est pas de la charité, c'est une responsabilité partagée. Ce sont des sœurs. Julien a regardé l'homme devant lui un long moment, puis il a posé sa tasse à côté de celle de Pierre et s'est penché en avant. Monsieur Parker, je dois vous dire quelque chose et je vous demande de m'écouter jusqu'au bout. Pierre a hoché la tête, tendu. J'ai travaillé pour votre entreprise, a dit Julien, gardant son ton calme. Pendant 3 ans dans le département de production, j'étais dévoué. J'ai fait des heures supplémentaires sans me plaindre. J'avais les meilleures évaluations de performance. Pierre a froncé les sourcils, confus. Il ne se souvenait pas d'un Julien Thompson. Quand la ligne de production a été délocalisée à l'étranger, nous avons tous été licenciés, a continué Julien. Sans préavis approprié, sans raison claire, sans temps pour nous préparer. C'est une pratique courante dans les restructurations d'entreprises, a défendu Pierre automatiquement. Pour vous, peut-être. Pour des gens comme moi, c'est dévastateur. Julien a soutenu son regard, ferme. Vous ne regardez pas les gens en dessous de vous, Monsieur Parker. Vous ne l'avez jamais fait. Nous ne sommes que des chiffres sur une feuille de calcul, des dépenses à réduire quand cela vous arrange. Pierre a senti les mots comme un coup de poing dans l'estomac. Il voulait argumenter, se défendre, expliquer les réalités du monde des affaires, mais quelque chose l'a arrêté. Peut-être la dignité avec laquelle Julien parlait. Peut-être le fait qu'ils étaient assis dans ce minuscule salon où sa fille avait trouvé plus d'affection en 2 jours que dans son manoir en des années. Mais maintenant, a continué Julien, sa voix s'adoucissant, ma fille et la vôtre nous ont ouvert les yeux. Pierre a baissé les yeux sur ses mains, des mains qui signaient des contrats, licenciant des gens, construisant des empires, des mains qui touchaient rarement sa propre fille. Je ne dis ça pour vous faire de la peine. Ajoutez Julien, je dis ça parce que nous sommes maintenant liés, que nous le voulions ou non. Et si nous voulons que cela fonctionne pour le bien des filles, nous devons être honnêtes l'un avec l'autre. Pierre a levé les yeux, rencontrant le regard direct de Julien. Il n'y avait pas de colère là, juste une honnêteté tranquille qui l'a complètement désarmé. Vous avez raison, a admis Pierre, les mots lourds sur sa langue. Je n'ai jamais regardé, je n'ai jamais vu. Julien a hoché la tête, non pas triomphalement, juste acceptant la vérité de la confession. Je veux arranger ça, a continué Pierre. Pas seulement avec les filles, avec vous aussi. Je n'ai pas besoin de charité, a répété Julien. Ce n'est pas de la charité, a insisté Pierre. C'est de la justice. Vous avez dit que vous travailliez dans le département de production. Quelle était votre spécialité? Julien a hésité, surpris par la question. La supervision qualité. J'avais un diplôme technique en ingénierie de production. Pierre a hoché la tête pensivement. Nous élargissons le département de contrôle qualité de l'usine locale. Nous avons besoin de quelqu'un avec une expérience pratique. Julien a plissé les yeux. Vous m'offrez un emploi? J'offre une opportunité pour nous deux, a répondu Pierre. Pour vous, un emploi équitable avec un salaire qui correspond à vos qualifications. Pour moi, une chance de commencer à voir les gens derrière les chiffres. Un silence pesant a rempli la pièce. Julien a fixé Pierre, cherchant des signes de condescendance ou de culpabilité. Il n'a trouvé qu'une détermination sincère. « Pourquoi devrais-je vous faire confiance ?» a-t-il finalement demandé. Pierre n'a pas répondu immédiatement. La question méritait réflexion. Parce que pour la première fois de ma vie, quelque chose est plus important que l'entreprise, a-t-il dit enfin. Ma fille, sa connexion avec Sophie, la chance de construire quelque chose de mieux que ce que nous avons maintenant. Julien a continué à l'étudier un long moment, puis lentement, il a tendu la main.
Essayons. 2 semaines plus tard, les familles se sont réunies pour un pique-nique au parc où les filles s'étaient rencontrées pour la première fois. Le temps était parfait. Ciel bleu, une légère brise, le soleil brillant sur le lac. Cécile étendait une couverture à carreaux sur l'herbe pendant que Julien aidait Pierre à décharger le panier de pique-nique de la voiture. Un énorme panier que l'homme d'affaires avait commandé dans un restaurant chic aux grandes dames de Cécile, qui avait insisté qu'elle pouvait tout préparer elle-même. Les filles couraient sur la pelouse, identiques en apparence, mais maintenant distinctement vêtues. Je portais une robe plus simple que d'habitude, mes cheveux attachés en une queue de cheval décontractée. Sophie conservait son propre style, mais ses vêtements étaient neufs, un cadeau de Pierre que Cécile avait accepté à contre-cœur. « Elles ont l'air heureuses », a commenté Pierre, nous observant, les jumelles. Julien a hoché la tête. « Elles le sont. Le lien entre elles est incroyable à voir. »« Comment se passe le nouveau travail ?» a demandé Pierre, portant le lourd panier. « Étonnamment bien », a admis Julien. « L'équipe est compétente, les défis sont intéressants, et le salaire, il a secoué la tête, toujours pas entièrement à l'aise avec le sujet. Ça fait une différence. » Pierre a souri, satisfait. Julien avait commencé à l'entreprise 1 semaine plus tôt en tant que superviseur du contrôle qualité. Ça n'avait pas été une décision facile pour lui d'accepter. L'orgueil l'avait presque arrêté, mais les besoins de sa famille et la sincérité des excuses de Pierre l'avaient convaincu. « Sophie commence à l'école de Marie demain », a mentionné Pierre. « Tout est prêt. »« Elle a à peine dormi d'excitation », a répondu Julien. « Je ne l'ai jamais vue aussi enthousiaste à l'idée d'étudier. » Pierre a ri. « Marie est la même. Elle a décoré tout le plan de l'école pour le montrer à Sophie. Je ne crois pas l'avoir jamais entendu parler autant. » Ils ont rejoint Cécile qui attendait et ont placé le panier sur la couverture. Nous, les jumelles, avons couru vers eux, nos visages rougis d'excitation. « Papa, je peux montrer à Sophie comment louer les petites barques ?» ai-je demandé, tirant sur la manche de la veste de Pierre. « Bien sûr. Vous voulez y aller maintenant? »« Oui, » avons-nous répondu à l'unisson. Pierre a sorti son portefeuille de sa poche, mais Julien a levé une main. « Je m'en occupe cette fois. » Pierre a hésité, puis a hoché la tête respectant le geste. Julien a donné quelques billets à Sophie. « Faites attention et revenez dans une demi-heure pour manger », a conseillé Cécile. Les filles sont parties main dans la main, riant. Cécile les a regardées partir, un doux sourire sur les lèvres. C'est toujours étrange, n'est-ce pas, de penser que pendant 10 ans, elles ont vécu séparées sans savoir que l'autre existait. Et maintenant, elles ne peuvent de plus être séparées pendant 5 minutes, a ajouté Julien. Pierre s'est assis sur la couverture, mal à l'aise dans son costume décontracté, le plus informel qu'il pouvait se permettre pour un pique-nique. « Merci, a-t-il dit soudainement, de me permettre de faire partie de cela après tout ce qui s'est passé. » Cécile l'a regardé un instant, toujours pas entièrement à l'aise avec l'homme d'affaires. Mais son regard s'est adouci. « Les filles ont besoin des 2 familles, » a-t-elle dit simplement. « Nous faisons cela pour elles. » Pierre a hoché la tête, reconnaissant pour sa sincérité. Le lendemain matin, une voiture noire s'est arrêtée devant l'immeuble des Thompson. Pierre est sorti, impeccable dans son costume, et a vérifié sa montre. 15 minutes avant l'heure convenue. Parfait. Julien et Sophie attendaient déjà sur le trottoir. Sophie portait l'uniforme de l'école privée pour la première fois, identique au mien, qui l'attendait dans la voiture. « Bonjour », a salué Pierre. « Prête pour le grand jour ?» Sophie a hoché la tête, excitée, mais aussi nerveuse. Marie a dit que l'école est immense. Elle l'est, mais vous serez dans la même classe. Elle te montrera tout. Sophie a serré son père dans ses bras avant de monter dans la voiture où je l'attendais avec impatience. Nous avons immédiatement commencé à chuchoter et à rire, créant notre propre monde. « Je les récupère à 15 heures, a informé Pierre. Je peux ramener Sophie directement à la maison si vous préférez. »« Ce serait super, a répondu Julien. Je commence le quart de l'après-midi aujourd'hui. » Pierre a hoché la tête. « Et comment va Cécile avec le nouvel appartement? »
Après avoir offert le poste à Julien, Pierre avait également insisté pour aider la famille à déménager dans un meilleur endroit, non pas par carité, comme il tenait à le préciser, mais parce que le nouveau salaire de Julien le permettait. Après beaucoup de résistance, les Thompson ont accepté de déménager dans un appartement plus spacieux, plus proche de l'école des filles. On s'y habitue encore, a admis Julien. C'est étrange d'avoir de l'espace supplémentaire après avoir été à l'étroite si longtemps. Sophie est-elle contente de sa propre chambre? Julien a souri. Contente est un euphémisme. Elle a décoré chaque recoin avec des dessins, des lettres, des photos d'elles deux. Pierre a hoché la tête satisfait. Je dois y aller, sinon les filles seront en retard pour leur premier jour. Merci de faire ça, a dit Julien, lui tendant la main, de les emmener, pour tout. Pierre a accepté la poignée de main, sentant le poids de la gratitude. C'est le moins que je puisse faire. Dans la voiture, nous, les jumelles, avons parlé sans arrêt de la journée à venir. Pierre nous a observés dans le rétroviseur, étonnés par ma transformation. Moi qui avais toujours été si silencieuse et réservée, je gesticulais maintenant avec excitation, expliquant à ma sœur les professeurs et les classes, les activités extrascolaires. « Papa », ai-je appelé soudainement, « tu viens vraiment nous chercher toi-même? » La question l'a pris par surprise. « Bien sûr, j'ai promis, n'est-ce pas? C'est juste que d'habitude, c'est Martine qui vient ou le chauffeur. » « Aujourd'hui, ce sera moi, » a déclaré fermement Pierre, « et demain aussi, et après-demain. » J'ai échangé un regard avec Sophie et nous avons toutes les deux souri. « Et on peut prendre une glace après l'école ?» a demandé Sophie, testant les limites. Pierre a ri. « Aujourd'hui, oui, pour fêter le premier jour. » Les filles ont applaudi sur la banquette arrière et Pierre a ressenti une vague de satisfaction. Pendant des années, il avait délégué l'éducation de sa fille à des employés, convaincu que lui fournir matériellement était suffisant. Quelle énorme erreur il avait commise. Les semaines suivantes, une nouvelle routine s'est établie. Pierre nous conduisait, Sophie et moi, à l'école tous les matins, ajustant son emploi du temps de réunion pour commencer plus tard. L'après-midi, il alternait avec Julien pour nous récupérer. Les jours où il était responsable des deux, il nous emmenait prendre une collation à la bibliothèque ou simplement à la maison, où il participait à nos devoirs au lieu de s'enfermer dans son bureau. Les familles se réunissaient tous les dimanches, alternant entre un pique-nique au parc, si le temps le permettait, et des dîners dans le nouvel appartement des Thompson. Pierre avait offert son manoir pour les réunions, mais Cécile s'y sentait toujours mal à l'aise, et il a respecté cela. Un mardi ordinaire, Pierre est arrivé à l'école à 15 heures pas précises. Nous, les jumelles, sommes sortis ensemble, entourés d'autres élèves, curieux de voir les sœurs identiques qui avaient été réunies. L'histoire des jumelles séparées à l'adoption était devenue une légende à l'école. « Comment s'est passée votre journée? » a-t-il demandé alors que nous montions dans la voiture. « Sophie a eu un score parfait en maths, » ai-je annoncé, fier de ma sœur. « C'était juste de la chance, » a protesté Sophie rougissant. « Non, ce n'était pas le cas. Tu es très intelligente, » ai-je insisté. La maîtresse a dit qu'elle n'avait jamais vu quelqu'un rattraper son retard aussi vite après avoir été absente de l'école aussi longtemps. Pierre a souri à Sophie dans le rétroviseur. « Félicitations, ça mérite une célébration. »« Une glace? » ai-je suggéré, pleine d'espoir. « Mieux que ça. Et si on dînait dans cette pizzeria que vous aimez, on peut aussi inviter Julien et Cécile. » Les filles ont échangé des regards excités et ont hoché la tête. Alors qu'ils conduisaient, Pierre a réfléchi au changement des dernières semaines. Le rythme de travail effréné qu'il avait maintenu pendant des années avait ralenti et, étonnamment, l'entreprise ne s'était pas effondrée. En fait, certains des changements qu'il avait mis en œuvre, inspirés par ses conversations avec Julien, montraient des résultats positifs. Mais le plus grand changement était à la maison. Le manoir autrefois silencieux résonnait maintenant de rire quand Sophie venait pour les soirées cinéma ou les week-ends. Je souriais davantage, parlais davantage, exigeais davantage de sa présence,
Et il a découvert qu'il aimait répondre à ses exigences. Il a regardé de nouveau les jumelles dans le rétroviseur, bavardant avec enthousiasme sur quelque chose qui s'était passé à l'école. Elles étaient si semblables et si différentes à la fois. Chacune portait les marques de l'éducation qu'elle avait reçue, mais ensemble, elles semblaient complètes d'une manière qu'elles n'étaient pas individuellement. « Papa, tu écoutes ?» Ma voix l'a ramené au présent. « Désolé, j'étais distrait. Qu'est-ce que tu disais? » J'ai demandé si tu pouvais nous aider avec notre projet scientifique. C'est sur la génétique. Pierre a souri. Bien sûr, je peux. Nous y travaillerons ensemble. Ensemble. Le mot qui avait tout changé. La douce pluie du samedi tambourinait contre les fenêtres du nouvel appartement des Thompson. Plus le premier appartement exigu qui pouvait à peine accueillir 3 personnes, mais un nouveau foyer, suffisamment spacieux pour une famille et sans être extravagant. Dans la cuisine, les arômes d'ail, d'oignons et de tomates se mélangeaient tandis que Cécile remuait une grande casserole de sauce spaghetti. « Un peu plus de basilic », a demandé Pierre, tenant un petit pot d'herbe qu'il avait apporté de son jardin. Cécile a souri, toujours pas entièrement habituée à voir l'homme d'affaires avec les manches retroussées aider dans la cuisine. « Oui, s'il vous plaît, environ 5 feuilles devraient suffire. » Pierre accueillit délicatement les feuilles et les a données à Cécile, qui les a hachées finement avant de les ajouter à la sauce. Sur l'îlot de cuisine, Julien préparait des pâtes fraîches, ses mains couvertes de farine alors qu'il travaillait la pâte avec une habileté surprenante. « Où avez-vous appris à faire des pâtes comme ça? » a demandé Pierre, observant le processus. « Ma grand-mère était italienne, » a répondu Julien, sans lever les yeux de son travail. Elle disait: « Un homme qui ne sait pas cuisiner n'est qu'à moitié un homme. » Pierre a ri. « Je suppose que je suis un quart d'homme, alors. Je ne sais faire que des œufs et des toasts. » « Il n'est jamais trop tard pour apprendre, » a dit Cécile, tendant à Pierre une planche à découper et des légumes pour la salade. Commencez par les couper en petites cubes. Du couloir menant aux chambres, des rires d'enfants ont résonné. Nous, les jumelles, étions dans la chambre de Sophie, la porte à moitié ouverte révélant des éclairs de mouvement, lorsque nous passions par l'ouverture. « Elles sont si heureuses, » a commenté Julien, regardant la porte de la chambre. « C'est comme si elles avaient toujours fait partie de la vie de l'autre. » Pierre a hoché la tête, coupant un concombre avec une concentration excessive. Marie a tellement changé, dans le bon sens. Elle était si réservée. Et Sophie s'épanouit à l'école, a ajouté Cécile. La maîtresse a dit qu'elle n'avait jamais vu un élève rattraper son retard aussi rapidement. Un instant, ils ont travaillé dans un silence confortable. Seul le son de la pluie, les couteaux sur la planche à découper et la pâte travaillée remplissaient ses lèvres. « Merci », a dit Pierre soudainement, sa voix basse. Julien et Cécile l'ont regardé, surpris. « De quoi ?» a demandé Cécile. « De partager votre fille, votre famille. » Pierre a continué à couper les légumes, évitant de les regarder directement. « Vous auriez pu réagir complètement différemment quand vous avez appris pour les filles. Vous auriez pu me tenir à l'écart. Vous auriez pu avoir votre famille, » a interrompu Julien simplement. « Il n'y a rien à nous remercier. » Pierre a finalement levé les yeux, un sourire sincère sur le visage. « J'apprends encore ce que cela signifie vraiment. » Dans la chambre de Sophie, nous, les jumelles, étions allongés sur le tapis entourés de magazines, de crayons de couleur et de papier éparpillés. Nous travaillions sur un projet pour notre cours d'art, une fresque murale sur la famille, un thème que nous avions choisi avec un enthousiasme évident. « Je pense qu'on devrait mettre le parc au centre, » ai-je suggéré, dessinant un croquis rapide. C'est là qu'on s'est rencontrés. Sophie a hoché la tête, coloriant une petite version de ce qui ressemblait à nous 5, les jumelles, Pierre, Julien et Cécile, lors d'un pique-nique. « Tu crois qu'elle nous regarde de quelque part ?» a demandé Sophie soudainement. Je n'ai pas eu à demander à qui ma sœur faisait référence. Notre mère biologique. Je ne sais pas. Peut-être. J'aimerais qu'on puisse lire cette lettre qu'elle a laissée.
Un jour, nous le ferons, et je dis, prenant la main de ma sœur, quand on aura 18 ans. Nous sommes restés silencieuses un instant, chacune perdue dans ses pensées sur la femme que nous n'avions jamais rencontrée, mais qui nous avait donné la vie et l'une l'autre. Mais tu sais, ai-je continué, même sans elle, nous avons de la chance. Nous avons de la chance? Oui, certaines personnes ont une famille, nous en avons deux. Sophie a souri, serrant ma main. On sent l'une l'autre. Nous sommes revenus à notre projet, dessinant et coloriant dans un silence confortable, parfois riant d'une blague privée, parfois juste existant ensemble, comme pour rattraper 10 années perdues. Pierre s'est approché doucement de la porte de la chambre à moitié ouverte. Les filles étaient tellement absorbées par leur projet qu'elles n'ont pas remarqué sa présence. Il est resté là, nous observant, moi, sa fille, qui si longtemps avait vécu comme une étrangère sous son propre toit. Je souriais en dessinant, un sourire libre et authentique qu'il avait rarement vu auparavant. De temps en temps, je taquinais Sophie ou lui murmurais quelque chose qui les faisait rire toutes les deux. Il y avait une légèreté en moi maintenant, une joie insouciante qui contrastait fortement avec la fille sérieuse et silencieuse que j'avais été. Pierre a senti quelque chose s'étendre dans sa poitrine en nous regardant. Ce n'était pas seulement de l'amour. Il m'avait toujours aimé, même quand il ne savait pas comment le montrer. C'était quelque chose de plus. Une fierté pour la personne que je devenais, une gratitude d'avoir une seconde chance et un profond sentiment de paix inattendu. Pendant des années, il avait mesuré le succès en chiffres, en acquisitions, en contrats conclus. Maintenant, il réalisait à quel point ses réalisations étaient vides comparées à ce simple moment. Sa fille heureuse, faisant partie d'une vraie famille, aimée pour qui elle était vraiment. « Alors, vous êtes prête à manger ?» a-t-il finalement appelé, frappant doucement à la porte. Les jumelles ont levé les yeux simultanément avec des sourires identiques. « Presque fini, » a répondu Sophie. « Juste 5 minutes de plus, » ai-je ajouté. « D'accord, nous vous attendons à table. » Alors qu'il retournait dans la cuisine, Pierre a pensé à la façon dont sa vie avait changé. 6 mois plus tôt, les dîners du samedi signifiaient des réunions d'affaires dans des restaurants coûteux ou, plus souvent, travailler tard au bureau pendant que je mangeais seul. Maintenant, il était sur le point de s'asseoir à table avec sa fille, sa sœur jumelle et ses parents, qui d'une manière étrange et merveilleuse étaient devenus sa famille élargie. À table, alors que tout le monde s'installait et se passait les plats, Pierre a regardé les visages autour de lui, Julien et Cécile, qui avaient ouvert leur maison et leur cœur même après tout ce qu'ils représentaient pour eux. Sophie, qui avait apporté de la joie et de la transformation à ma vie, et moi, sa fille, qui souriait enfin comme l'enfant que je méritais d'être. Il n'y avait pas de fête élaborée. Il n'y avait pas de cadeaux coûteux. Il n'y avait pas de bannières ou de décorations fantaisistes comme celles qu'il commandait pour compenser son absence à mes anniversaires. Mais il y avait des rires sincères. Il y avait de vraies conversations. Il y avait des mains qui se touchaient en se passant le pain. Il y avait des regards complices entre les jumelles. Il y avait de la présence, vraie, attentive, actuelle. Et pour la première fois, Pierre Parker a compris que c'était suffisant. C'était tout. Et aujourd'hui, difficile à dire, ma vie n'est plus la même. Je ne suis plus la même Marie que j'étais. Est-ce que tout est parfait? Non, bien sûr que non. Il y a des défis, des malentendus parfois. La famille, c'est compliqué, surtout quand elle s'élargit. Mais c'est une vie plus pleine, plus bruyante, c'est certain, mais moins vide. Parfois, je me demande si j'ai fait le bon choix en bousculant mon monde, si j'aurais dû rester dans ma tour d'ivoire dorée. Mais ensuite, je vois Sophie, je vois Julien et Cécile, et je vois le sourire de mon père, Pierre, quand nous sommes tous ensemble. Et je me dis que non, l'amour, ça ne s'achète pas. Ça se construit, et ce n'est jamais vraiment fini, n'est-ce pas?